c'est l'une des actualités de cette fin d'après-midi. Ça y est, un accord a été trouvé à Riyad. Donc il y a, vous le savez, ces différentes phases pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu, à l'arrêt des combats, à une trêve en Ukraine. C'est une nouvelle étape qui est franchie et qui concerne cette fois le naval, qui concerne cette fois les combats en mer et en l'occurrence la mer Noire. Voyons précisément quel est cet accord. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est cet accord ? Eh bien l'annonce est tombée il y a 2 heures avec un communiqué de la Maison-Blanche et voici en quels termes. Les États-Unis et la Russie ont convenu de garantir la sécurité de la navigation en mer Noire, d'empêcher le recours à la force. Traduction en langage de tous les jours, un cessez-le-feu sur la mer a été trouvé. Le texte a été validé dans les 2 camps. Russie d'un côté et Ukraine de l'autre. Nous accueillons favorablement cet accord et nous avons convenu de garantir sa mise en œuvre, a indiqué Dmitri Peskov. Pour l'Ukraine, la première réaction est venue du ministre de la Défense, Umerov. Nous nous engageons à garantir la sécurité de la navigation en mer Noire. Nous travaillerons pour une paix durable. Enfin, Volodymyr Zelensky, il y a quelques instants, qui salue, je cite, de bonnes mesures. Que va changer cet accord concrètement ? Eh bien concrètement, les bateaux chargés de blé, de maïs ou d'orge, bref, de céréales ukrainiennes vont pouvoir circuler désormais en toute tranquillité sans aucun risque. Ainsi, les compagnies du monde entier vont être rassurées. Les tarifs d'assurance vont revenir à des niveaux plus acceptables. Autre conséquence, la sécurité du port d'Odessa, dont partait l'essentiel des bateaux, va être assurée. On se souvient, il y a 10 jours, un terrible bombardement avait touché un cargo. 4 marins avaient trouvé la mort. Tout cela, en théorie, c'est terminé. Quelles conséquences côté Russie ? Vous vous souvenez de ces drones navals filant à toute vitesse juste sous le niveau de l'eau qui avaient impressionné tout le monde. Couplé à des bombardements aériens, l'Ukraine était parvenue à détruire 1/3 de la flotte russe. Le reste avait été déplacé beaucoup plus à l'est pour pouvoir se mettre à l'abri. Une incertitude demeure en revanche sur la possibilité pour ces navires de revenir à leur port d'attache historique, celui de Sébastopol. Et au-delà de ces conséquences pratiques, directes, c'est aussi un nouveau pas franchi donc vers un cessez-le-feu, une trêve générale. Oui, rappelons les 3 étapes censées ouvrir la voie à ce cessez-le-feu. Première étape, la fin des bombardements aériens sur les infrastructures, au moins les infrastructures énergétiques. La deuxième étape a été franchie, un cessez-le-feu sur la mer, en l'occurrence la mer Noire. La troisième étape, le cessez-le-feu général, va pouvoir en théorie s'amorcer dès demain, ou en tout cas la semaine prochaine. Merci Lucille. Voilà, il faut dire que d'un point de vue pratique, ces bombardements étaient devenus très rares. Ce trafic de grains en particulier avait repris et de fait il y avait une sorte de modus vivendi. Les Ukrainiens n'attaquaient plus les navires russes qui étaient de toute façon trop loin, ils avaient été déplacés, Lucille nous l'a expliqué, et les navires de grains pouvaient circuler mais avec des tarifs d'assurance très élevés et sans garantie formelle d'une certaine manière. Ce qui était accepté en pratique n'était pas inscrit noir sur blanc, c'est ça qui va changer au-delà. Et c'est peut-être l'essentiel, est-ce qu'il faut y voir un signe de bonne volonté russe qui laisse augurer d'un accord général, d'une trêve dans les combats? Pierre? Non. Non. Je pense que ça n'augure rien de véritablement structurant pour la suite. Hein. Je reste sur mon analyse et ma position. Là, c'est intéressant pour les deux parties. C'est une réactivation d'un vieil accord qui avait été conclu sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, si je me souviens bien, puis qui avait été arrêté notamment, enfin qui avait été arrêté par les Russes considérant qu'ils n'arrivaient pas à exporter en toute liberté leurs céréales. Donc on revient à cette position-là. Après, donc soit, hein, c'est très bien pour les Ukrainiens, même si les Ukrainiens, ayant gagné la bataille navale de mer Noire, ayant repoussé la menace très loin, arrivaient à exporter leur blé, mais bon, prenons cette affaire-là, mais
qui, entre guillemets, ne mange pas beaucoup de pain. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains et les Russes s'engagent à faire respecter cet accord. C'est extrêmement bizarre parce que, si vous voulez, ce sont les Russes et les Ukrainiens qui s'engagent à faire respecter l'accord, puisque ce sont les deux parties. Et c'est intéressant de voir comment les Américains, eux, vont faire respecter cet accord, parce que sur les infrastructures, il n'y a toujours pas de vérification de l'accord. Il continue à y avoir des frappes sur les infrastructures énergétiques ou les infrastructures tout court. C'est-à-dire la première étape n'est pas respectée. On va voir la seconde. Qu'est-ce qui va se passer? Quant à la troisième, à cessez-le-feu général, je pense qu'on en est encore très très loin. Donc, prudence comme d'habitude. Le dernier point qui est vraiment très important, c'est l'allègement des sanctions. On voit apparaître ça en filigrane, l'allègement des sanctions sur la Russie. Est-ce que c'est simplement sur l'exportation de leurs propres céréales, le fait qu'ils pourront en toute liberté sortir leurs céréales et les vendre à qui ils veulent à l'international, qu'il n'y aura pas de pression sur les acheteurs. C'était un peu ce que les Moscou avaient reproché à l'accord précédent. Bon, si c'est ça, pourquoi pas? Il faut faire attention aux détails, il ne faut pas que ça soit plus, parce qu'on sait que l'objectif de Moscou, c'est surtout alléger les sanctions pour pouvoir se refaire du gras et refaire de la force militaire pour la prochaine invasion de l'Ukraine. Gwendoline, est-ce que vous employeriez la même expression, cet accord-là ne mange pas de pain, nous dit Pierre. Est-ce que vous êtes voilà, pour des céréales est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je crois que Vladimir Poutine obtient deux choses dont il a besoin. Pour l'instant, il n'y a pas de concession russe. Il y a deux choses qui sont très importantes pour Moscou. La fin des bombardements sur les infrastructures énergétiques, c'est Moscou qui en a besoin, c'est pas Kiev. On est en mars, les campagnes de frappe, c'est jamais au printemps, russe sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Là, c'est Moscou qui en a besoin parce que la campagne de frappe ukrainienne sur leurs infrastructures énergétiques, et ça, c'est vraiment la cache-machine du Kremlin pour continuer l'effort de guerre. Là, ça devenait très douloureux pour la Russie. Les frappes ukrainiennes étaient fonctionnelles, la campagne de frappe fonctionnait. Donc ça, ils avaient besoin que ça s'arrête. Donc ça, a priori, ils l'ont, ils peuvent l'avoir. Et ensuite, la mer Noire, effectivement, c'est là où ils étaient le plus en difficulté. Moi, j'étais il y a 5 mois en mer Noire avec le renseignement ukrainien. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de constater comme ils avaient vraiment repris tout le contrôle du cadran ouest de la mer Noire. Enfin, vous êtes en bateau, vous circulez, il n'y a pas de sujet. Ils ont de la défense antiaérienne, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils étaient revenus au niveau d'exportation pré-guerre. Juste il y a 5 mois. Donc ils n'avaient pas ce souci-là. En revanche, les Russes peuvent absolument faire aucun mouvement en mer Noire à cause des drones marins, etc. Leur flotte est très vulnérable. Il n'y avait plus rien à Sébastopol déjà en octobre dernier. Donc ça aussi, Vladimir en avait besoin. Donc c'est deux choses qu'il obtient. Mais ce n'est pas des concessions. Non, mais c'est important ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on peut avoir, vu de l'extérieur, le sentiment que les Russes qui sont en position de force lâchent un peu de l'Est et qu'il y a 2 étapes sur 3 qui sont franchis, en fait, vous nous dites que ces 2 étapes, finalement, font plutôt leur affaire. Jean-Dominique, est-ce que c'est un succès américain ou un succès, donc, en trompe-l'œil, d'après ce qu'on entend? Moi, je pense que je continue à partager... je continue sur la même analyse que je fais depuis la première réunion entre Américains et Russes à Riyad, le 18 février, c'est qu'on va vers un cessez-le-feu. Alors on n'y va sans doute pas à la vitesse que souhaite Donald Trump, mais on y va. Pour l'instant, c'est une étape de plus, une petite étape, qui ne va pas changer la face de... Ça va améliorer des choses pratiques. Mais pour l'instant, le plan de paix de Trump se met en place. Alors là, il y a une vraie divergence entre vous. Oui, bien sûr, mais je continue à penser. Je ne vois pas. Il y a pour l'instant rien n'a déraillé. Rien n'a déraillé. Le train n'a pas déraillé. Le train ne va pas très vite. Le train ne prend peut-être pas forcément la voie la plus rapide, la voie qui avait été choisie à l'origine, mais ça continue à avancer. Ni Vladimir Poutine, ni... C'était le principal obstacle. Ni les Ukrainiens, qui n'en ont absolument pas les moyens, n'ont fait jusqu'à présent dérailler le train qui va dans cette direction, qui est le train de Donald Trump. Ce que dit Gwendoline, pardon Jean-Dominique, c'est que, et pour cause, ils n'ont pas fait obstacle, parce qu'en fait, ça fait leurs affaires. Oui, bien sûr, mais attendez, s'il y a un accord, mais la paix fera leur affaire.
à la fin, vraisemblablement, parce que il est clair que le grand bénéficiaire de la paix ou du cessez-le-feu, ne sera pas l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui va payer l'addition. Elle va perdre ses territoires, elle va perdre une partie de son autonomie politique, sa capacité à décider de ses alliances, etc. Peut-être même son président, etc. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ce que je vois pour l'instant, c'est que le processus engagé par Donald Trump continue et que pour l'instant, il se met en place étape par étape. Il y a des réunions, il y en aura d'autres. Ils vont rentrer, là ils vont négocier donc le cessez-le-feu sur les sites énergétiques. Ensuite, ils vont... Son application en tout cas, les détails de son application. Voilà, je pense que le processus se poursuit. On n'est pas au bout. Il peut y avoir des accidents, ça peut ne pas avoir lieu. Voilà. Mais depuis le 18 février, je vois les choses se dérouler normalement. Je donne la parole, Jean, mais Pierre, peut-être un élément de réponse. Oui, non, là-dessus, on verra bien. Hein. Les mois qui viennent, nous départagerons. Je pense exactement le contraire. Je pense que le processus a été torpillé dès le départ par Moscou et de façon très habile. Rappelons-nous que le point de départ, c'était une proposition ukrainienne pour dire cessez-le-feu dans les airs et sur mer. Ils rencontrent les Américains, ils sortent de la rencontre, les Ukrainiens venant se rallier à la position des envoyés de Trump, cessez-le-feu complet, terre, mer et les cieux. Donc on est parti de là. Et je veux dire, il n'y a rien de tout ça sur le tapis. C'est-à-dire que les Américains ont accepté que de cet accord-là naisse une souris. La souris, et encore la souris, elle était peinte en verte du côté de Moscou et en rose du côté américain, à savoir, on ne frappe pas sur les sites énergétiques, mais dans le communiqué de Washington, c'était on ne frappe pas sur les sites énergétiques et on ne frappe pas sur les infrastructures, les routes, les ponts, les lignes de chemin de fer. Les Russes, ces derniers jours, frappent des lignes de chemin de fer, etc. Donc, si vous voulez, c'est complètement en recul par rapport à la première position, et c'est en recul par rapport à l'esquisse d'accord qu'il y avait eu entre les deux parties, qui n'est même pas respectée par Poutine. Et là, on nous sort un truc sur la mer Noire, et Gwendoline a entièrement raison, qui arrange plutôt les Russes. Donc, juste pour terminer, je pense que les Américains se font balader, qu'il n'y a pas d'accord, et qu'on n'arrivera certainement pas à une position où les Ukrainiens abandonneront tout, ils perdront la souveraineté. Je n'y crois pas une seconde. Mais la question, je termine par là, c'est quand est-ce que Washington, Donald Trump, va se rendre compte qu'il est, selon la formule de Bolton, John Bolton, qui avait été interviewé par Gwendoline de Bono vendredi dernier, quand est-ce que... Pardon ? Margot Haddad. Margot Haddad. Gwendoline, pardon. Rendons à César. Je prête Margot Haddad, bien sûr. Et Bolton disait... Trump est l'idiot utile, donc c'est Bolton, hein, je cite, l'idiot utile de Poutine. La question c'est quand est-ce que Trump va se rendre compte que c'est l'idiot utile ? Sauf si c'est son objectif. Oui. L'objectif c'est tout abandonner, mais il faut quand même qu'il fasse semblant quand même de ne pas passer pour un idiot utile complet. Jean, et puis on avance. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, David, c'est que je pense effectivement que Donald Trump n'en a rien à faire d'apparaître comme l'idiot utile de Vladimir Poutine. Actuellement, on a affaire à une brutalisation du monde, un retour en arrière de 150 ans, de deux siècles, où on a des superpuissances, même si la Russie, évidemment, est très loin d'être la superpuissance américaine, mais en termes d'ogive atomique, elle est une superpuissance, sont en train de se répartir le monde. C'est ça la réalité. Et ils en ont rien à faire d'apparaître vraiment. Trump, il va dire simplement, il va dire à ses électeurs républicains, on fait la paix là-bas, parce que notre but, c'est pas que l'Ukraine soit sauvegardée du point de vue territorial. Notre but, c'est de se répartir, et on en parlera tout à l'heure, les ressources qui feront la force économique de demain. Et cet accord avec la Russie, ça nous ouvre l'accès aux matières rares, aux matières rares ukrainiennes, mais aussi russes. Parce que ce qui se joue derrière, c'est ça aussi. C'est des échanges entre les deux superpuissances qui vont s'entendre sur le dos des Ukrainiens et sans doute des Européens. Et ça précède sans doute un accord avec la Chine. Parce qu'on va dire à la Chine, faites la main basse sur Taïwan, nous, ça nous intéresse pas. Taïwan, on n'a plus de raison d'être sur place. Et comme ça, les trois grosses superpuissances vont se répartir petit à petit le monde. Donc, au fond, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense que tu raisonnes encore dans l'ancien monde, celui où on avait l'impression d'avoir des gens raisonnables qui avaient des comptes à rendre. Trump,
Il s'en fiche, il n'a plus de compte à rendre à personne. On n'est même pas certain que les élections du midterms seront organisées dans 2 ans. On n'en est pas certain. On a peut-être à faire un coup d'État. Bon,